Hop. Alors, donc merci d'être nombreuses et nombreux à cette visio. Donc le format est toujours, plaît toujours autant. Donc on a 3 séquences aujourd'hui sur l'APC, sur les cotisations à verser au centre de gestion, sur l'annualisation du temps de travail, qui commence à être un sujet saisonnier, et aussi une petite séquence à la fin d'actualité. Donc on va commencer par la réforme de la protection sociale complémentaire. Alors Cécile, je vais animer la séance, mais je poserai aussi des questions. On va essayer de relayer les questions que vous pouvez insérer dans le chat, donc il n'y a pas de souci. On essaiera de répondre à tout, comme d'habitude. Si votre question n'a pas trouvé réponse, on l'a peut-être zappé, donc n'hésitez pas à la reposter sur le fil du chat, de manière à ce qu'on n'oublie aucun questionnement, et en essayant de donner les meilleures réponses possibles. Donc Cécile, c'est à vous. La réforme protection sociale complémentaire, donc prévoyance, mutuelle santé, quoi de neuf sous le soleil? Est-ce que là aussi l'été tarde un peu à arriver, je crois? Alors moi, ce que je vous propose d'abord, c'est de refaire un récapitulatif des différentes étapes de la réforme. Certains peut-être les connaissent déjà, d'autres pas. Il est bon de les rappeler. Donc la première étape de cette réforme, c'est l'ordonnance 2021-175 du 17 février 2021, là qui a fixé l'obligation aux collectivités territoriales de participer financièrement donc au contrat de prévoyance et de mutuelle santé pour leurs agents, avec des dates de fixées. Alors pour la prévoyance, c'est au 1er janvier 2025 et pour la mutuelle santé au 1er janvier 2026. Pour ce qui est des montants de participation minimum et des garanties minimales, c'est pas encore défini. Et en ce qui concerne la procédure, elle n'est pas imposée, donc la labellisation et les conventions de participation sont possibles. En revanche, les centres de gestion, eux, ont obligation de conclure des conventions de participation. Deuxième étape, c'est le décret 2022-580 du 20 avril 2022, là qui précise les choses au niveau des montants de participation minimum et des garanties minimales, et pour la prévoyance et pour la mutuelle. Alors les dates ne changent pas au niveau de l'obligation, c'est toujours au 1er janvier 2025 pour la prévoyance et 2026 pour la mutuelle santé. En revanche, les montants de participation minimum pour la prévoyance sont fixés puisque ce sera 20% du montant de référence qui est fixé à 35 €, ce qui fait 7 € par mois et par agent. Et les garanties minimales porteront donc sur l'incapacité de travail à 90% du TBI et du NBI et 40% du régime indemnitaire. Et pour l'invalidité, ce sera 90% du traitement net. Pour la mutuelle santé, là, on parle de 50% du montant de référence qui est fixé à 30 €, soit 15 € par mois et par agent. Et là, les garanties portent sur la maladie, la maternité et les accidents. L'adhésion, oui. Juste une précision. Oui. C'est vrai que ce qui est marqué, les 90%, en fait, ce sont des seuils. On peut aller au-delà. Et oui, bien sûr. Dans la pratique, aujourd'hui, en tout cas au centre de gestion, on est plutôt habitué à avoir des garanties à 95%. Mais c'est vraiment le minimum. Et nous, je pense, c'est pas encore statué, mais il est possible qu'on renouvelle notre formule à 95%. C'est vraiment des seuils. Oui, nous, notre contrat est à 95%, mais là, c'est vraiment le minimal. Les minimales. Et là aussi, pour les participations, ce ne sont que des minimums, puisqu'on voit et on constate qu'il y a quand même bien souvent des dépassements des 7 € ou des 15 € par mois. Tout à fait. Je vous interromps un tout petit peu, mais j'essaie de repréciser, puis reprendre votre souffle comme ça. Allez, continuons. En ce qui concerne l'adhésion, là, on parle déjà de mettre en place des contrats adhésion obligatoires, mais la procédure, elle est toujours pas imposée. Donc, la labellisation et les conventions de participation sont possibles. Là, l'année dernière, l'accord collectif national a été signé en janvier 2023. Et là, les choses se précisent, notamment pour la prévoyance. Donc là, on peut parler des 4 piliers de cet accord, avec l'augmentation des garanties minimales. Donc là, encore une fois, c'est du minimal, mais là, il a été décidé que l'incapacité de travail et l'invalidité sera à hauteur de 90% du revenu net, prime comprise, quand on parle du régime indemnitaire. Là, on parle aussi d'adhésion obligatoire pour les agents, donc obligation pour les collectivités de signer des contrats collectifs. Donc, c'est la fin de la labellisation.
Et en ce qui concerne le montant de participation minimum, on parle de 50% de la cotisation sur la base des garanties socles. L'accord il précise aussi des délais de mise en conformité, toujours au niveau de la prévoyance. Donc là, il y a deux catégories. La première, c'est dès que possible et au plus tard le 1er janvier 2025 pour les collectivités qui ne proposent pas de contrat collectif. Et sont comprises les collectivités qui aujourd'hui proposent de la labellisation. Et à l'échéance du contrat en cours et au plus tard au 1er janvier 2027 pour les collectivités qui proposent déjà un contrat collectif, y compris les collectivités qui sont adhérentes à notre contrat groupe, dont l'échéance, je rappelle, est au 31 décembre 2025. Et comme on a une mise en conformité au plus tard au 1er janvier 2027, pourquoi pas renouveler le contrat une année de plus s'il le faut. Pour la mutuelle santé, alors il y a une clause de revoyure, c'est le terme qui est employé, qui est en cours. Les modalités pourront donc évoluer d'ici le 1er janvier 2026. Donc en ce qui concerne les garanties minimales, elles restent inchangées. C'est le décret de 2022 qui s'applique. On maintiendrait la labellisation, mais dans un cadre renforcé, et la participation employeur reste elle aussi inchangée. C'est toujours le décret de 2022 qui s'applique. Alors pour ce qui concerne la transposition juridique de l'accord, alors notamment pour la prévoyance, l'accord nécessite de modifier plusieurs textes réglementaires, que ce soit pour le montant de la participation. Alors là, je vous donne les articles, c'est l'article L8-2711 du Code général de la fonction publique et l'article 2 du décret 2022-581. Pour les garanties minimales, c'est l'article 3 et 4 du décret 2022-581 et pour l'adhésion obligatoire, c'est l'article L8-2711 du Code général de la fonction publique et les articles 1 et 3 du décret 2011-1474. Alors bien évidemment, un toilettage du décret de 2011, donc c'est celui qui est relatif à la participation des collectivités territoriales au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents, devrait être proposé dans le courant du mois de juillet 2024. Donc on espère pouvoir vous donner un peu plus d'informations d'ici là. Et d'autre part, il y a certains articles qui concernent le Code général de la fonction publique qui doit être revu à l'automne 2024 lors de la future loi de transformation de la fonction publique de Monsieur Stanislas Guérini. Pour conclure, il faut savoir que toutes les parties prenantes qui ont signé l'accord collectif national le 11 juillet 2023 sont très attachées aux conditions qui ont été mentionnées dans cet accord. Donc, il est fortement conseillé d'anticiper, d'appliquer les modalités qui sont mentionnées dans cet accord, car elles seront très probablement actées prochainement. En tout cas, nous, le service protection sociale complémentaire, que ce soit Océane Gornet, Vincent Robert et moi-même, on se tient à votre disposition pour répondre à toutes vos questions, vous donner les informations. Et il est évident que dès que les choses bougent, on vous en dira plus. Donc, on est à votre disposition par téléphone, par mail. Vous pouvez aussi retrouver toutes les informations relatives à nos deux contrats, que ce soit celui en prévoyance ou en mutuelle santé. Toutes les informations sont en ligne sur le site CDG+. Et on peut aussi interagir avec vous, ça on ne l'a pas précisé, avec notre outil collaboratif Aura. Voilà, pour répondre à toutes vos questions. Ok, merci Cécile. C'est vrai, juste pour compléter et aller dans le sens de Cécile, dernièrement, dans le cadre de la préparation du projet de loi fonction publique, parce qu'il y a un projet de loi fonction publique qui est en préparation pour l'automne, la coordination des employeurs territoriaux dans laquelle on retrouve en gros tous les types d'employeurs, que ce soit la Fédération des centres de gestion, mais aussi l'Association des maires, l'Association des maires ruraux, France urbaine, le CNFPT, etc. Cette coordination des employeurs a réécrit au ministre pour insister en fait notamment sur la protection sociale complémentaire. On sait qu'on est dans un contexte d'économie générale au niveau secteur public et les employeurs maintiennent
de manière assez unanime en fait leur position quant à l'évolution que vous a décrite Cécile, de l'évolution de la PSC. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui devrait vraiment sortir. Si les employeurs qui payent en réalité les salaires et éventuellement les avantages sociaux, comme la PSC, le disent, c'est qu'ils sont prêts à payer. Donc il y a plus tellement il y a un peu de retard dans l'évolution des discussions, mais par contre, les employeurs les employeurs territoriaux sont toujours bien sur ces lignes d'évolution PSC. Hein. C'est ça, Cécile. Hein. Oui, exactement. Là, il y a une Oui, oui. petite temporisation. Il y a une petite temporisation sur ce sujet-là. Il y a des discussions qui sont un peu à la traîne. Il y avait des rendez-vous qui peut-être n'ont pas été tenus tout de suite pour différentes raisons. Mais en fait, c'est quelque chose qui va vraiment arriver. Donc là, on vous dit depuis plusieurs mois, attention, commencez à faire quelque chose si vous n'avez rien fait, ou faites évoluer votre participation. On va bien aller sur ces montants, voire aller au-delà, parce que comme l'a dit Cécile aussi, sur la mutuelle santé, hein, Cécile, il y a des clauses de revoyure. Oui. Même si ça n'avait pas tellement bougé suite à l'accord de juillet 2023, sur la mutuelle santé, ça va bouger forcément un jour ou l'autre. Donc il y aura peut-être un petit décalage dans le temps, mais on sait ce qui va nous arriver. Pour faire simple, Oui. c'est bien ça. Alors je ne sais pas s'il y a des questions, n'hésitez pas. Nous, Cécile, notre contrat il se termine fin 2026, hein, c'est ça. Hein. 2025, Ah, 31 fin 12 2025. 2025. Et donc, Voilà. on se laisse peut-être la possibilité de prolonger d'une année, mais bon, non, pour l'instant, Voilà. ça se termine le 31 12 2025. Ouais. On verra aussi l'évolution. Donc là, on a un petit joker. Si la situation n'a toujours pas bougé l'année prochaine, bon, on pourra éventuellement, on regardera avec les partenaires sociaux, les syndicats, les employeurs, si on rajoute une année ou pas, mais ça, on vous tiendra informé. Mais de toute façon, tout ce qu'on vous dit et l'information et le fait de participer au niveau de la PSC, il faut le faire maintenant. Que ce soit obligatoire ou pas, on sait que ça va arriver. Donc, mieux vaut étaler l'effort sur plusieurs années, je pense. Voilà. Rien d'autre à dire, Cécile, c'est votre dernier mot. Vous pouvez enlever votre partage d'écran, par contre. On va laisser la place. Si je ne dis pas de bêtises, c'est Charlotte qui prend la suite. Ouais. Voilà, impeccable. Donc voilà, n'hésitez pas s'il y a des questions qui arrivent sur le chat, on essaiera d'y répondre aussi. On fera une petite bulle de réponse s'il y avait des questions. Donc n'hésitez pas. Charlotte, alors là, vous allez nous parler des cotisations versées au CDG. C'est ça, hein? Alors là, par contre, on ne vous entend pas. On va peut-être activer. Ça y est, ouais, parfait. Impeccable. En plus, le partage d'écran fonctionne parfaitement. Vous êtes parfaitement lancé. C'est à vous. Voilà, donc je vais principalement vous parler des cotisations qui sont versées au CDG. Après, c'est plutôt une sensibilisation puisque ce document avait pratiquement dans l'identique été partagé sur notre site internet en début d'année quand on a modifié les taux des cotisations. Donc on vous rappelle les références juridiques sur lesquelles se basent les versements des cotisations. Je vais passer, puisque après vous pourrez retrouver ces textes si besoin pour les consulter. Donc, les collectivités qui cotisent au centre de gestion à titre obligatoire, principalement, ce sont les communes ou établissements qui ont moins de 350 fonctionnaires titulaires ou stagiaires à temps complet. Et à titre volontaire, donc, je vous laisserai consulter le document de toute façon. À titre volontaire, les communes ou collectivités employant au moins 350 fonctionnaires titulaires ou stagiaires à temps complet. Donc la différence est au niveau des 350 fonctionnaires. Oui, on a quelques collectivités, Donc, Charlotte, qui cotisent qui cotisent aussi. Ouais. Oui. Je disais, on a quelques collectivités aussi qui s'affilient ou qui cotisent volontairement sur des syndicats Oui, mixtes, tout à etc. fait. Ok. En gros, ceux Oui. qui ne cotisent pas au CDG, Charlotte, c'est les non-affiliés, c'est ça, donc le conseil départemental, C'est l'île ça. d'Épinal et le SDIS 88, les pompiers. Oui. C'est ça. Tout le reste, Oui. Oui. voilà. Ok. Je crois. Alors, qui cotise? Donc, les agents qui cotisent, ce sont les titulaires ou les stagiaires, qu'ils soient CNRACL ou IRCANTEC, les contractuels de droit public et les vacataires.
ne cotisent pas les contrats aidés, les apprentis et les élus de la collectivité. Donc, en fait, les contrats de droit privé ne cotisent pas, dans aucun cas, que ce soit au service médecine ou à la cotisation obligatoire. Donc, en cas de contrat aidé, de contrat ou d'apprenti qui aurait une visite médicale, à ce moment-là, vous recevrez une facture de prestation et ça n'entre pas dans la cotisation. L'assiette des cotisations. Très, si je peux Donc me permettre, l'assiette, pardon. pardon, si je peux me permettre, bien paramétrer Oui, la Catherine. paye, hein, puisque tous ces éléments-là sont directement mis sur la fiche de paye, donc bien paramétrer les fiches de paye pour que les agents concernés, voilà, que vous ne payez pas de cotisation, enfin en tout cas que ce ne soit pas prélevé sur la paye de l'agent. C'est ça. Il s'agit d'une Donc charge ensuite, patronale. oui, c'est une charge patronale, donc ça n'a pas d'impact sur le salaire net de l'agent. L'assiette des cotisations, donc la cotisation est assise sur la masse des rémunérations versées aux agents relevant de la collectivité ou de l'établissement, telles qu'apparaissent aux états liquidatifs mensuels ou trimestriels selon votre périodicité, dressés pour le règlement des charges sociales dues aux organismes de sécurité sociale au titre de l'assurance maladie. Donc, c'est la même base pour le centre de gestion que pour ces charges sociales. On tient aussi à vous souligner qu'un agent qui est en demi-traitement, qu'il soit CNRACL ou Ircantec, n'est pas soumis aux cotisations du centre de gestion. C'est des petites subtilités qu'on retrouve régulièrement, qu'on a comme question ou qui apparaissent dans des erreurs, des écarts entre vos déclarations et vos versements. Les cotisations à appliquer et les taux en vigueur. Donc, depuis le 1er janvier 2024, les taux de cotisation sont les suivants. La cotisation obligatoire est restée identique à 0,8%. La cotisation additionnelle est au total de 0,775%. Celle-ci comprend hygiène et sécurité à 0,10%, l'aide à l'application du statut à 0,475% et l'aide à l'application du statut dans le domaine de la médecine agréée et de contrôle pour 0,20%. Donc, cette partie d'aide à l'application du statut dans le domaine de la médecine agréée et de contrôle de 0,20% ne correspond pas à la cotisation médecine, ce qu'on a pu voir sur certaines collectivités qui avaient fait l'erreur ou l'oubli, puisqu'ils n'adhéraient pas à la cotisation médecine. Donc, je tiens vraiment à souligner cette particularité qu'elle appartient au groupe de la cotisation additionnelle. Et enfin, la cotisation médecine à 0,5%, c'est uniquement pour les collectivités qui ont conventionné. Et à ce moment-là, en fait, vous retrouvez ces données sur Agir quand vous voulez déclarer vos cotisations. Vous pouvez voir vos taux qui concernent votre collectivité. Si par exemple vous cotisez à la médecine ou pas, nous, on met à jour vos taux dans Agir et vous voyez si vous devez y cotiser ou pas. Ensuite, la périodicité. Donc celle-ci, elle doit être identique à la déclaration et au versement. Elle correspond à celle de l'URSSAF. Donc si vos déclarations URSSAF sont mensuelles, normalement, vous devez cotiser mensuellement et verser mensuellement votre déclaration au centre de gestion. Inversement, si c'est trimestriel, à ce moment-là, vous devrez verser trimestriellement et déclarer trimestriellement au centre de gestion vos cotisations. Donc voilà, elle peut être mensuelle, trimestrielle, semestrielle ou annuelle selon votre cas. Si votre périodicité qui est déclarée sur Agir est pas la bonne par rapport à ce que vous avez par rapport à l'URSSAF, vous n'hésitez pas à nous contacter par téléphone, par mail ou sur Aura. Nous, à ce moment-là, on paramètre vos cotisations correctement sur Agir. Et attention, nous, ça peut nous... Une discordance entre votre périodicité et la périodicité programmée sur Agir entraîne une mise en attente de vos versements jusqu'à ce qu'on puisse régulariser. Donc, on peut avoir comme un retard de règlement chez vous si on n'a pas pu pointer votre règlement avec votre déclaration.
Ça impacte notre travail et ça nous oblige à effectuer un nouveau pointage ultérieurement. Ça peut aussi faire que votre situation n'est pas à jour dans Agir, alors que c'est possible que vous ayez été à jour dans vos règlements. La déclaration des cotisations ou la déclarer sur Agir. Quand? Avant le mandatement. Les montants mandatés et déclarés doivent être identiques. En cas de différence, vous pouvez nous contacter si vous n'arrivez pas à trouver la différence. Il n'y a aucun souci, on est aussi là pour vous conseiller, vous aider. Donc la notice pour déclarer vos cotisations est disponible sur le site internet. Vous avez le lien dans le document et le document, vous le récupérerez, il sera mis en ligne sur le site internet juste après la réunion. Donc en moyenne, cette année, lors d'une périodicité mensuelle, donc pour les collectivités qui déclarent tous les mois, on a environ 45 virements qui arrivent alors que la déclaration n'a pas été effectuée au tout premier jour du mois suivant quand on fait le pointage. Pour la période du premier trimestre 2024, là, à ce moment-là, toutes les plus petites collectivités sont concernées avec, donc ça représente un volume plus important. C'était près de 100 virements qui étaient mis en attente de réception de déclaration. Donc c'est pour ça qu'on tient à vous sensibiliser particulièrement. Le mandatement des cotisations. Le montant à mandater. Donc le montant à mandater doit correspondre à celui qui est affiché sur votre état généré sur Agir, pas sur votre état de votre logiciel, puisque sur Agir, en fait, les arrondis sont générés différemment de votre logiciel Paye, et nous vous demandons de bien vouloir prendre en compte celui indiqué sur Agir. En pièce justificative pour justifier votre mandat, vous devrez transmettre l'état d'Agir qui mettra le bon montant. Le contrôle effectué sur les différences entre les montants mandatés et déclarés, donc on ne prend pas en compte les différences inférieures à 1 €, prend entre 5 minutes, voire à plus de 30 minutes selon la situation, en cas de situation complexe, ou alors à certains moments, on prend contact avec vous pour avoir votre état de votre logiciel pour pouvoir comprendre l'erreur. Et à ce moment-là, en fait, ça nous fait un travail assez important et voilà, ça représente une charge de travail importante, pardon, mais obligatoire pour valider nos opérations comptables auprès de la pairie départementale qui ne nous permet pas de... Comment Enfin, on doit être carré, on n'a pas d'autres solutions possibles. Donc, c'est comme les SGC avec vos collectivités. Je pense que vous êtes tous concernés et vous comprenez ce qu'il en est. Donc, le mandatement, l'objet. L'objet doit contenir le code de votre collectivité que vous retrouvez sur Agir. Vous le retrouvez sur le bordereau au moment de l'impression puisqu'il est renseigné. Et il faut aussi nous renseigner la période. Par exemple, pour la collectivité test sur Agir, qui a le code collectivité 88 20 51 et qui verse sa cotisation de la première période 2024, voici les possibilités. Vous avez le code de la collectivité, la période et l'indication comme quoi c'est la cotisation CDG-FPT. Et inversement, ça peut être cotisation, le code de la collectivité et la code période. Il n'y a pas d'importance sur l'ordre, mais par contre, il nous faut toutes ces informations. Les syndicats, par exemple, qui ont des noms proches, mais qui ne sont pas les mêmes, sans le code collectivité, il arrive que ce soit très compliqué de les retrouver. Donc, des fois, on a du retard. Pour un peu que la collectivité ait du retard dans sa déclaration, ça peut rendre les choses complexes ou apporter des erreurs. Les temps de pointage des opérations représentent une journée de travail sur les périodicités mensuelles et 2 journées de travail lorsqu'on ajoute les périodicités trimestrielles. Et dans ce temps-là, on ne prend pas en compte la recherche sur les écarts, les versements, les déclarations, sur les absences de déclaration et les absences de règlement, donc toutes les relances qu'on peut faire derrière pour vous demander de mettre à jour la situation. Le RIB, donc le CDG a 2 RIB. Le RIB qui est utilisé exclusivement pour le versement des cotisations, c'est celui qui est indiqué dans ce document, il termine par 72. L'autre RIB n'est à utiliser que pour tous les autres règlements, mais pas les cotisations. Et attention,
il ne faut pas utiliser celui des cotisations pour payer, par exemple, vos factures de mission temporaire ou des autres services. C'est régulier qu'on a des règlements sur le mauvais RIB. Pour vous donner une idée, en avril 2024, ce sont 17 virements qui sont arrivés par erreur sur le compte de la régie. À ce moment-là, nous, on doit les virer individuellement, rechercher le titre que ça correspond. Et le problème, c'est que vous pouvez continuer à recevoir des rappels sur vos titres alors que vous pensez les avoir réglés, mais ils sont arrivés sur le mauvais compte et ça ne solde pas le titre. Comment faire si vous avez une erreur dans votre déclaration? Vous pouvez régénérer une nouvelle déclaration et ensuite vous nous faites un mail pour nous demander la suppression de la mauvaise déclaration. Ça ne vous bloque pas. En cas de difficulté, dans tous les cas, vous pouvez nous appeler ou nous envoyer un mail, on vous répondra et on verra cette situation avec vous. Et je n'ai pas de cotisation pour la période définie. Faut-il faire une déclaration? Oui, la déclaration sur Agir même à zéro est obligatoire. Si votre collectivité a un accès à Agir, a un compte à Agir, dans tous les cas, vous devez faire une déclaration sur Agir même à zéro. En moyenne, lors d'une périodicité mensuelle, ce sont plus de 30 collectivités qui sont en retard dans leur déclaration. Et pour le premier trimestre 2024, c'était plus de 200 collectivités qui étaient concernées par un retard de déclaration. C'est-à-dire que début avril, 200 collectivités n'avaient pas déclaré leur mois de mars ou du premier trimestre 2024. Enfin, nous vous remercions de bien prêter attention aux cotisations du CDG afin de faire gagner du temps à tous et de permettre un état de vos situations sur Agir des plus justes. La charge de travail afin de fiabiliser les comptes des cotisations est très importante. Nous nous devons d'être au plus juste afin de justifier nos recettes auprès de la pairie départementale. Merci à tous de votre écoute. Et Alors, vous Charles, pouvez toujours nous contacter si besoin. oui. Alors, on a beaucoup de questions. Enfin, on a beaucoup de Je me questions. doute. Il y a même un, non, en fait, il y a même un débat en fait sur le chat, mais peu importe, on va essayer de les prendre un peu une à une. Il y a Madame Grandco là qui demande en Oui. fait comment expliquez-vous la forte augmentation de la cotisation additionnelle. Bon là, c'est plutôt moi qui vais répondre. Pardon. Non, mais c'est pas grave. C'est juste sur le motif, donc c'est pas tellement sur les périodes de Oui. versement, mais sur l'augmentation. Donc on a une augmentation, en fait il y a plusieurs augmentations. Il y a une augmentation légère de la cotisation médecine au 1er janvier dernier, parce qu'on a évidemment beaucoup de demandes en fait sur le service de médecine du travail. Donc on réadapte aussi en fonction des coûts qu'on a à prendre en charge. On a énormément de demandes en fait d'accompagnement, de réponse à des questions d'ordre statutaire, médico-administratif. Et là, on a une explosion parce que les règles deviennent de plus en plus complexes, donc on a besoin de s'entourer en fait de nombreux agents, hein, les spécialistes que vous avez sur cette visio, mais aussi tous les autres qui travaillent au CDG. Et on a aussi créé, donc comme l'a mentionné Charlotte, un service de médecine agréé de contrôle, donc qui est aux alentours de, enfin c'est pas aux alentours, qui est de 0,2% de l'assiette de cotisation qu'a mentionné Charlotte. Donc là, en fait, c'est plus un contexte assez inflationniste en termes d'absentéisme, d'accidentologie ou de reconnaissance d'imputabilité au service des accidents et des maladies professionnelles. On a en fait cette fonction-là de médecine agréée de contrôle qui est mise en place de manière à trier et à sélectionner et à étudier, à instruire correctement les demandes, soit d'arrêt long, soit de justification des arrêts de maladie ordinaire, soit aussi de justification d'imputabilité au service. Ces 0,2% là peuvent paraître chers, mais je vous donne un élément, un ordre de grandeur. L'augmentation de l'absentéisme et donc des coûts liés à l'absentéisme dans les collectivités vosgiennes, mais très largement, c'est à peu près la même situation dans tous les départements de France, en fait, est assez préoccupante, puisqu'on a des taux de cotisation qui, il y a 15-20 ans, étaient aux alentours de 5,5% de la masse salariale des collectivités, ce qu'on payait à l'assurance statutaire. Aujourd'hui, on est globalement entre 8 et 10. Et donc ça, évidemment, ça veut dire que les gens ont plus de raisons de s'absenter pour toutes les raisons possibles, hein, maladie ordinaire, longue maladie, accident du travail. Mais il y a aussi une rationalisation et un gendarme à mettre en place, comme le fait en fait la sécurité sociale avec les médecins conseils. Donc là, en fait, c'est vraiment cette fonction-là qu'on a mis en place. Et c'est aussi pour ça que la principale partie de l'augmentation du 1er janvier, elle est liée au SMAC, au service de médecine agréé de contrôle. Donc voilà, ça, c'est des éléments alors qu'on peut réexpliquer. Hein, vous n'hésitez pas à revenir vers nous s'il faut expliquer aux élus.
Mais c'est globalement une extension de l'activité et des services supplémentaires en fait, qui ont justifié l'augmentation en fait, des cotisations au CDG. Ça, c'est la première question. Premiers éléments de réponse. La deuxième, à quand la DSN pour les déclarations CDG? Très bonne demande de Madame François pour les forges. Alors en fait, la DSN, pour que vous versiez un petit peu comme le CNFPT, puisque je pense que c'est les URSSAF qui recouvrent les Oui. cotisations CNFPT, on est en train d'étudier la question. C'est pas du tout à l'ordre du jour. Il faudrait peut-être un véhicule légal ou réglementaire, qu'on n'a peut-être pas encore. Mais très honnêtement, ça serait vraiment pas mal, puisque là, tout partirait en DSN et le recouvrement de ces sommes mettrait fin au débat et aux dissensions qu'on va aborder juste après, je pense. En tout cas, ça faciliterait évidemment le sort de tout le monde. C'est une idée qu'on a en tête et on essaie de travailler dessus parce que Charlotte, Ayoub, mais surtout Charlotte, hein, c'est toi qui gère le suivi de ces cotisations, de ces versements, de ces erreurs, ces rectifications. Ça nous épargnerait à tous et à toutes beaucoup de temps D'heures de de travail. travail. Voilà. Et la DSN aussi, on devrait pouvoir l'utiliser pour alimenter le RSU, l'ex-bilan social. Voilà. Donc ça, on y pense. Alors par contre, après, c'est la question en fait des différences entre ce Oui. qui ressort de chaque calcul de bulletin de paye et le total final et ce que vous déclarez avec Agir. En gros, si je fais un résumé, Charlotte, tu as dû peut-être lire un petit peu ce qu'il y avait dans le chat, Un petit mais peu, c'est oui. vraiment de se dire, moi, je peux pas faire autrement que de faire un mandat qui sort de mon logiciel de paye, enfin ce que m'indique le logiciel de paye. Je peux pas faire autrement et ce que me dit Agir, il est différent et mon trésorier ne pourra pas accepter un paiement qui soit Alors, différent. Alors là, je sais pas s'il y a des éléments. Ça, je Alors, suis c'est pour ça incompétent là-dessus. qu'en termes de pièces justificatives, on vous a précisé dans le document que je vous ai lu qu'il faut prendre le bordereau que Agir sort, qu'il faut imprimer d'Agir. Vous pouvez l'imprimer en PDF, ça ne coûte pas de papier, ça, c'est pas le problème. Mais le justificatif est en fait généré par Agir. Et lorsque vous transférez vos payes en partie comptabilité, à ce moment-là, vous pouvez modifier votre mandat. Il n'est pas bloqué. Je ne sais pas si ça répond principalement aux questions. Alors, on va voir, effectivement. Il y avait une autre difficulté sur les arrondis, effectivement. On a eu avec les collectivités qui utilisaient AGDI une difficulté parce que AGDI, en fait, prend 2 chiffres après la Ah virgule. oui, Nous, on est sur c'est encore autre 3 chose. décimales. Ouais, c'est un peu dans la même veine, mais c'est vrai que c'est un sujet différent. C'est encore différent, oui. Oui, alors, pour AGD, du coup, il faut mettre 0,78. On avait eu le cas, on a eu la question en début d'année. Donc, puisque le logiciel ne permet pas 3 chiffres, on arrondit. Et justement, le fait de prendre le bordereau généré par Agir, ça permet de retomber sur vos pieds en termes de finances et de payer exactement que 0,775. Mais il y a certes un arrondi avec le logiciel. Alors, Élise du SDEV nous dit qu'a priori, ils utilisent AGDI également. Ils ont réussi à mettre 3 chiffres. Donc, peut-être que ça, c'était les 2 décimales au début de l'année. Puis, ils ont dû prendre un peu de temps, peut-être, pour insérer un calcul à 3 décimales. C'est en voie de résolution, on va dire ça comme ça. Bien sûr, vous pouvez contacter Charlotte si jamais il y avait quoi que ce soit ou d'autres. Enfin, parce que là, on ne va pas faire un débat là-dessus. Hein. Effectivement, on conçoit que vous avez des contraintes et des trésoreries et des trésoriers ou trésorières qui, eux, ont des contraintes. On peut aussi intervenir éventuellement auprès d'eux pour leur expliquer. La péridépartementale dont on dépend, elle n'a pas de lien hiérarchique avec votre trésorier, hein, si je ne dis pas de bêtises. Donc, on ne Non. va pas pouvoir imposer une manière de faire, mais peut-être juste redescendre une information dans le réseau des comptables publics, Oui. peut-être. Après, voilà, c'est juste les pièces justificatives. À ce moment-là, vous prenez celle de Agir et pas celle de votre logiciel. Forcément, si vous mettez 2 documents contradictoires, ils ne vont pas savoir ce qu'il faut payer. Voilà, donc mieux vaut en mettre qu'un seul, celui d'Agir. C'est ça que je retiens, C'est ça, en n'étant pas exactement. initié. D'accord. Alors attendez, j'ai pu en louper. Alors, alors oui, il y a une question. Il y a une personne, la petite fausse, en déclaration trimestrielle pour le CDG et en mensuel pour l'URSSAF. Faut-il Il attendre la faudrait fin qu'elle du nous trimestre? refasse un mail Un directement petit sur mail, ouais. oui, D'accord. comme ça on Ok. verra au cas par cas et on repassera à la bonne périodicité. Ok. Et le vacataire n'est pas soumis à cotisation CDG et CNFPT en principe. Je crois que non. Le vacataire n'est pas censé presque exister, donc je ne sais pas s'il y a une cotisation pour les vacataires. Pour moi, non. Mais Je crois pas, je l'avais mis dans le document. Attendez, je revérifie ce que j'ai dit.
Ça, on vous répondra peut-être. Alors la vacation, hein, toujours pareil, Si le vacataire cotise au CDG, c'est ce qu'on a mis dans le Ouais, d'accord. Et dans le donc au document. CNFPT, certainement pareil, hein. Ouais. Alors là, c'est toute la question des vacations et on pourra peut-être faire une visio 1 heure pour tout savoir, enfin une partie sur les vacataires. Vénézio sourit. C'est beau, c'est presque une demande. Non, mais ça peut être intéressant parce que c'est un sujet assez glissant. J'ai l'impression qu'il n'y a pas tellement de base juridique parce que c'est une nécessité ou on va dire le résidu d'une équation non équilibrée, mais elle est C'est parfois ça, c'est nécessaire. des histoires Voilà. d'arrondi. Et donc oui, donc on paramètre bien pour les cotises CDG sur les vacataires. Et Je je me le crois, note. ouais, je vais le noter aussi sur les. J'ai pas encore fait ma petite rengaine, bien sûr, dans le chat ou même dans les formulaires de satisfaction des visios. On a besoin en fait de vos thèmes. Je le dis un peu à chaque fois, mais par exemple, est-ce que vous pourriez faire une séquence visio sur les vacataires? Bon, ça, on a eu l'idée en discutant, mais on compte sur vous pour nous donner faire des demandes en fait de thèmes sur lesquels on peut revenir sur les visio 1 heure pour tout savoir, ou même des visios peut-être spécifiques, hein, si le sujet s'y prête. Donc voilà, je crois que j'ai dû écluser toutes les questions. Après, oui, il y a des remarques, hein, c'est pas tellement des questions, des mandats Ouais. multilignes, etc. Alors ça, je maîtrise pas du tout. Charlotte, je sais pas si voilà, s'il y a des réponses à donner par écrit après, on va Selon passer à les Vénézio implications, peut-être, oui. mais ouais. On va voir. Ok. Je crois que j'ai fait à peu près tout. J'espère ne pas en avoir oublié. Si c'était le cas, copiez-collez votre question et remettez-le dans le chat. Je referai une petite séquence juste après. Et bien c'est parti. On passe à la troisième séquence sur le temps de travail et l'annualisation d'un FPT. Vénézio, c'est parti. C'est ça. En Vous avant. voyez bien l'écran ou pas du Impeccable. tout? Super, Impeccable. Ouais, nickel. vas-y. Oui, alors bonjour à tous. Je vais vous présenter le temps de travail et l'annualisation dans la fonction publique territoriale. Bon, bah alors très rapidement, parce que c'est un sujet qui pourrait prendre des heures et des heures. Alors pareil, sur tout ce qui est référence juridique, on vous enverra le document, donc je ne suis pas sûr que ce soit nécessaire de revenir dessus. Une petite définition pour commencer. Donc la durée légale du travail, ça se définit par des règles, des prescriptions minimales auxquelles il n'est pas possible de déroger, sauf exception. Ça indique la durée maximale du travail, des heures supplémentaires, au-delà desquelles on ne peut pas faire travailler son agent. Donc pour voir si on respecte bien ces préconisations, ces prescriptions minimales, il faut comptabiliser le temps de travail effectif d'un agent. Et la durée de travail effective, elle est définie comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Alors ça, c'est très important, mais c'est aussi très délicat puisque c'est la jurisprudence un petit peu qui décide de si oui ou non on vaque librement à des occupations personnelles pendant certains temps, mais on y reviendra un tout petit peu. Alors le temps de travail, il est défini réglementairement, à la suite de la loi de la transformation publique, de 2019. Alors la durée de 1607 heures, annuelles, elle est pas définie, réglementairement dans le sens où il y a aucun mode de calcul qui existe dans la loi ou dans les règlements. C'est une réponse ministérielle qui explique comment on en arrive à ces 1607 heures. Donc on part simplement de 365 jours à l'année. On enlève, les jours non travaillés, c'est-à-dire les 104 jours de repos hebdomadaires, dont 52 semaines fois 2 samedis et dimanches, grosso modo pour les agents administratifs ou qui ne travaillent pas le week-end. On enlève 25 jours de congés annuels et un forfait de 8 jours fériés. Donc c'est établi sur une moyenne sur plusieurs années. On estime qu'il y a 8 jours fériés à l'année qui devraient être chômés, qui tombent donc pendant les jours ouvrés dans la semaine. Ça nous laisse 228 jours travaillés, fois 7 heures pour un temps plein 35 heures, donc ça fait 1596 heures qu'on arrondit gentiment à 1600 heures et donc on rajoute à cela les 7 heures de la journée de solidarité. On arrive donc aux 1607 heures annuelles, de travail effectif. Alors, petite vigilance, c'est que les 1607 heures, elles s'appliquent à l'ensemble des agents, indépendamment de leur situation individuelle, de leur cadre d'emploi ou de leur mission. Les heures supplémentaires ne font pas partie du calcul des 1607 heures et la durée annuelle de travail effectif doit être dissociée du temps de travail rémunéré. C'est-à-dire que vous travaillez 1607 heures, c'est le temps de travail effectif, donc c'est le temps que vous passez sur votre lieu de travail. C'est ça la différence. Alors que vous êtes payé l'équivalent de 1820 heures par an, puisque vous êtes payé effectivement pendant vos 5 semaines de congés payés, qui ne rentrent pas dans le calcul des 1607 heures, mais aussi pendant à peu près une semaine
par rapport aux jours fériés. Je vous mets aussi une petite horloge de conversion, c'est-à-dire que, bah, quand on fait des calculs de durée hebdomadaire de service, bah, souvent vous allez tomber sur, je sais pas, 28,90. Bah, c'est pas 28 heures et 90 minutes, bah, sinon ça ferait, 29h30, mais ça fait 28 heures et 54 minutes. Voilà. Vous pouvez voir sur le document que, bah, 90, centièmes d'heure, ça correspond à 54 minutes. Voilà. On passe aux garanties minimales du temps de travail, donc ça c'est réglementaire. Il n'est pas possible normalement, d'y déroger sauf situation bien précise. Ça nécessite, une situation exceptionnelle, mais aussi une information du CST logiquement. Donc par exemple, la durée hebdomadaire maximum, donc c'est heures supplémentaires comprises, ne peut pas dépasser 48 heures sur une semaine ou sur plusieurs tant que, ça ne dépasse pas 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives. Pour vous donner un ordre d'idée, ça veut dire que quelqu'un peut travailler 11 semaines, 48 heures, à partir du moment où, la 12e semaine, il ne travaille pas du tout. Voilà, ça fait une moyenne à 44 heures quoi, en gros. Le repos hebdomadaire qui comprend en principe le dimanche, ne peut pas être inférieur à 35 heures. C'est-à-dire qu'on a 24 heures de dimanche, et entre la fin du service le samedi et le début du lundi, il doit avoir 11 heures de plus, ce qui fait 24 heures de dimanche plus 11 heures pour arriver à 35 heures. La durée quotidienne de travail ne peut pas passer 10 heures. Les agents doivent bénéficier d'un repos quotidien de 11 heures au minimum, donc entre la fin d'un service et le début d'un autre la semaine suivante. Et l'amplitude maximale d'une journée de travail, elle est de 12 heures. C'est-à-dire qu'on ne peut pas commencer à 6 heures le matin et terminer au-delà de 18 heures le soir, même si c'est entrecoupé et qu'on ne fait pas 10 heures enfin qu'on fait pas 10 heures de travail dans la journée. Le travail de nuit, est considéré comme travail de nuit les heures réalisées entre 22 heures et 5 heures, ou alors n'importe quelle période de 7 heures consécutives entre 22 heures et 7 heures. À ne pas confondre avec les heures supplémentaires de nuit, qui sont calculées différemment, qui doivent commencer à 21 heures, il me semble, et terminer, un peu plus tard. À partir du moment où un agent fait 6 heures, de travail quotidien, il a le droit à une pause minimale de 20 minutes. Le texte ne précise pas que les 6 heures doivent être continues. C'est-à-dire que, vous pouvez travailler 3 heures l'après-midi, 3 heures, le matin, ça fait 6 heures au total. Vous devez bénéficier d'une pause de 20 minutes, mais elle peut coïncider avec, votre pause méridienne. Ça, il n'y a pas d'obligation de rajouter 20 minutes. La seule différence, c'est que si vous travaillez 6 heures en continu, la pause de 20 minutes minimale, elle sera du coup, bah, compris dans votre temps de travail et elle sera donc rémunérée. Alors, on va donner la définition maintenant du temps de travail effectif. On inclut dans le temps de travail effectif les temps d'intervention pendant une période d'astreinte, y compris les temps de déplacement entre le domicile et le lieu d'intervention, le temps pendant lequel l'agent suit une formation professionnelle décidée par l'employeur ou acceptée par lui, les absences liées à l'exercice du droit syndical. Le temps de repas, bah, ça dépend. Soit, vous pouvez vaquer à vos obligations personnelles où vous êtes pas obligé d'être sur votre lieu de travail au moment où vous allez manger et dans ce cas-là, c'est assimilé à du temps de travail effectif et si vous êtes pas obligé de rester ou si votre présence n'est pas requise, dans ce cas-là, ce sera pas assimilé à du temps de travail effectif. Ce qui concerne la journée de solidarité, elle est de 7 heures pour quelqu'un qui fait 35 heures par semaine. C'est-à-dire que c'est proratisé en fonction de votre taux de travail et la durée hebdomadaire de service. Il y a plusieurs façons de la réaliser. Donc soit vous travaillez un jour férié qui est précédemment chômé autre que le 1er mai, c'est-à-dire que bon, bah, souvent voilà, ça va être les personnes qui vont continuer à venir travailler le lundi de la Pentecôte, puisque, bah, c'est ce jour-là qui sert de référence un petit peu pour la journée de solidarité. Mais ça reste un jour férié. Donc, vous travaillez un jour férié précédemment chômé, ça peut être le lundi de la Pentecôte ou n'importe quel autre jour autre que le 1er mai. Vous pouvez aussi, donner ou perdre un jour de RTT s'il y a des RTT ou alors n'importe quelle autre modalité qui permette le travail de 7 heures précédemment non travaillées à l'exclusion de dons de jours de congé annuel. Ça, c'est interdit, mais vous pouvez tout à fait, prévoir dans votre délibération sur le temps de travail que la journée de solidarité, elle sera réalisée, en faisant, je ne sais pas, 2 minutes de plus par jour sur tous les jours travaillés. Ça doit faire à peu près à peu près le résultat là, mais c'est une possibilité comme une autre. Alors en pratique, la journée de solidarité, lors du calcul,
de la durée annuelle du temps de travail effectif, il ne faut pas oublier de compter la journée de solidarité, ou au contraire ne pas la compter plusieurs fois. C'est-à-dire que quand vous allez faire vos règles de 3 pour calculer une durée hebdomadaire de service, bah, soit vous divisez le résultat par 1607 pour avoir un résultat comptabilisant la journée de solidarité, ou alors vous divisez par 1600 pour avoir la durée hebdomadaire de service, donc qui sera prévue dans votre délibération de création de poste ou de modification de durée hebdomadaire de service, et à ça, vous allez rajouter la journée de solidarité. Les agents qui effectuent 35 heures par semaine ne bénéficient pas de jours de RTT. Donc dans ce cas-là, bah, soit ils travaillent un jour férié, soit ils font 7 heures dans l'année en plus. Et dernier point, il est impératif de délibérer sur la journée de solidarité pour prévoir au moins la modalité de réalisation des 7 heures de travail. D'habitude, c'est prévu un petit peu dans la délibération sur l'aménagement du temps de travail, mais ça peut faire l'objet d'une délibération, d'une délibération unique. Mais il faut la prévoir, quoi. Voilà. Donc, on rappelle aussi ce qu'est un cycle de travail. Ça se définit comme une organisation du travail selon des périodes de référence qui sont organisées par service ou par nature de fonction. Souvent, l'exemple qu'on donne, c'est celui des ATSEM qui ont des cycles de travail, correspondant grosso modo aux vacances scolaires et hors vacances scolaires, enfin, période scolaire plutôt et hors période scolaire. Où en fait, on va, faire en sorte d'avoir une durée hebdomadaire, enfin une durée hebdomadaire de travail pour le coup, pas de service, mais de travail qui fluctue en fonction des besoins de la collectivité. Donc, c'est l'organe délibérant et l'autorité territoriale qui fixent les cycles de travail par service ou par nature de fonction. Elle fixe aussi la durée du cycle, les bornes quotidiennes et hebdomadaires, les modalités de pause, et de repos. Elle organise aussi les horaires de travail à l'intérieur du cycle. Alors le cycle, il peut être mensuel, il peut être, hebdomadaire, il peut être quotidien, il peut être annuel, on peut imaginer des cycles, sur 6 mois ou sur 2 mois, peu importe. Mais en tout cas, voilà, c'est à l'autorité de la décider. La durée hebdomadaire de service, donc c'est celle qui constitue la base de rémunération de l'agent, qui est déterminée en 35e, elle ne peut pas aller au-delà. C'est-à-dire qu'une durée hebdomadaire de service, quand vous créez un poste, bah, c'est au maximum 35e. Si un agent travaille 40 heures et qu'il a des RTT, c'est sa durée hebdomadaire de service, elle reste 35 heures. C'est son cycle de travail, il est à 40 heures, mais sa durée hebdomadaire de service, elle est de 35. Et c'est en ça qu'elle se distingue des cycles de travail par son objet et son calcul, parce elle est calculée par la moyenne du temps de travail effectué par l'agent dans l'année, et ça correspond aux horaires de travail prévus au planning de l'agent en fonction des nécessités dues à l'activité. Et c'est celle donc, je le disais, qui est prévue, précisée dans la délibération qui crée le poste. Il y aura un petit tableau aussi qui vous explique, bah, combien vous avez de jours de RTT, par an en fonction, du temps de travail effectif. Et en ce qui concerne l'annualisation du temps de travail, alors il y a un double intérêt, sur celui-là, c'est de condenser le temps de travail de l'agent sur les périodes, où le besoin est plus intense et de le libérer, sur les périodes creuses. L'exemple de la TSEM, c'est qu'elle va travailler 40 heures pendant les périodes scolaires et qu'elle va pas travailler ou moins travailler pendant les vacances. Et ça permet aussi de lisser sa rémunération quel que soit le temps de travail effectué chaque mois. C'est-à-dire que, comme je le disais, on prend en compte la DHS de la durée hebdomadaire de service, comme base de rémunération de l'agent. Si elle est de 35 heures, il sera payé 35 heures tous les mois, même s'il y a des mois où il travaille 40 heures, parce qu'il sera rémunéré 35 heures les mois où il travaille 0 heure. Voilà, globalement. Elle convient, notamment dans le cas des agents qui travaillent en fonction des temps scolaires et de l'ouverture des structures associées ou non, donc animateurs, gardiens de structures sportives et cetera. Mais ça peut être aussi des adjoints techniques, dans des communes où en fait, le besoin il se base plutôt en été pour, tout ce qui est tonte ou entretien des espaces verts, alors qu'en hiver, il y en a un petit peu moins. Il n'y a aucune réglementation qui précise la méthode de calcul de l'annualisation, mais ce qu'on sait, c'est ce qu'on doit respecter, quoi. Donc c'est les 1607 heures qui constituent à la fois un plancher et un plafond réglementaire, mais c'est aussi les règles relatives aux garanties minimales du temps de travail. Je vous ai mis quelques exemples, pour vous expliquer que bon, bah, voilà, si vous avez des ATSEM qui travaillent 35 heures en période scolaire, bah, leur durée hebdomadaire de travail, elle est pas de 35 heures si elles ne travaillent pas pendant les vacances scolaires. Ça sert à rien de les payer 35 heures sur toute l'année, s'il y a que pendant les périodes scolaires qu'elles travaillent 35 heures. Et enfin, inversement, si, elles travaillent, 35 heures, toute l'année, bah, vous n'allez pas les annualiser à 27 heures parce que, il y a les congés ou je ne sais quoi encore. Je vous ai mis des petits exemples, des mises en situation.
Avec un modèle de calcul pris pas à pas, hein, qui vous explique donc à la fin, comment on obtient, la durée hebdomadaire de service, en fonction du nombre d'heures réalisées dans l'année. Voilà. Peut vous donner une base pour calculer chez vous, enfin, quelle est la durée hebdomadaire de service de vos agents. Alors il y a un petit point sur lequel on a quand même régulièrement des questions, c'est les périodes d'arrêt de travail pendant, l'annualisation. C'est-à-dire que, bon, bah, va toujours se poser la question d'un agent du périscolaire qui est malade. Alors il est malade pendant qu'il était censé venir, il est malade quand il est en congé annuel ou alors il est malade pendant qu'il est en période de récupération due à l'annualisation. Alors c'est 3 situations bien différentes. S'il est en arrêt de travail sur une journée qui est non travaillée, bah, techniquement, il peut ne pas y avoir d'incidence. S'il est en arrêt de travail sur un jour de congé annuel posé, bah, dans ce cas-là, il a le droit au report de son congé comme n'importe quel autre agent. Et il peut être aussi en arrêt de travail sur une journée qui est normalement travaillée. Et là, ça peut poser problème. Bah, c'est qu'est-ce qu'on compte finalement comme temps de travail, puisque les périodes d'arrêt sont considérées comme du temps de travail effectif. Alors, il y a plusieurs possibilités, mais il faut que la délibération le prévoie. C'est-à-dire que soit on comptabilise un forfait d'heures journalier qui aurait été prévu sur le protocole ou sur le règlement intérieur après avis du comité. Alors j'ai mis comité technique, c'est pas bien, c'est le comité social territorial maintenant, sera modifié. Ou alors on comptabilise selon le planning initialement réalisé. Nous, on préconise quand même globalement la deuxième méthode, c'est-à-dire que si l'agent est malade, on considère qu'il a réalisé le temps le temps de travail qui était prévu à son planning, quelle que soit la période, qu'elle soit basse ou qu'elle soit haute. Et c'est pour ça aussi que c'est très important de matérialiser sur le planning, les jours qui font partie des jours de congé annuel de ceux qui font partie de la récupération de l'agent. Ce ne sera pas la même situation. C'est-à-dire que si vous êtes malade pendant un congé annuel, vous avez le droit au report. Et si vous êtes malade sur un jour qui est non travaillé parce que c'est de la récupération du fait de l'annualisation, bah, soit on va vous compter 7 heures, soit on va vous compter 0 heure. Mais ça, il faudra que ce soit prévu à la délibération. Voilà, donc c'est terminé pour ce rapide, rappel de ce qu'est l'annualisation et comment on la calcule. Si vous avez des questions, on est là au service carrière pour y répondre sans souci. Ou je peux essayer d'y répondre maintenant. Alors, Venezio, sur les questions, où va cette journée de solidarité qui devait aller aux personnes âgées? On va dire que ça va dans le budget général de l'État, hein. Je ne crois pas qu'il y ait de reversements territoriaux, mais voilà, on ne sait pas trop. Ça va dans la grande caisse de de l'État, je pense, c'est ça? C'est ça, oui, oui. Et alors, il y a d'autres questions. Peut-on annualiser tous les agents d'une collectivité? Oui. Est-ce qu'il y a alors, 2 manières de comprendre la question. Est-ce qu'il y a des postes ou des cadres d'emploi, des grades qui ne peuvent pas être annualisés? Oui, Ça peut voilà, il être y une en a. première version, mais C'est vas-y, ça. vas-y. En fait, on peut tout à fait annualiser tous les agents d'une collectivité. Il y a une interdiction qui est réglementaire, qui est fixée par décret, c'est, tous les agents, d'enseignement artistique. Qu'ils soient Ouais. Mmh. professeurs ou assistants, c'est inscrit tel quel dans les règlements, donc c'est interdit, c'est simplement interdit de les annualiser. Mais sinon, D'accord. effectivement, on peut annualiser tous les agents. Il y a d'ailleurs des collectivités vosgiennes qui annualisent tous les agents, y compris en administratif, pour coller strictement aux 1607 heures. Donc c'est des agents qui vont travailler, il me semble, c'est 4 jours et demi en faisant 35 heures. Mmh. Et en fait, en fonction du hasard des calendriers sur les jours fériés, bah, ils vont leur demander de revenir travailler quelques vendredis après-midi pour caler aux 1607 heures de façon stricte. Voilà. Ouais. L'annualisation, enfin, on l'a déjà dit, mais c'est vraiment pour coller aussi à l'activité, à la sollicitation, en fait, des usagers ou de l'activité. Je sais que s'il y a des collectivités qui ont des éléments saisonniers, camping ou autres activités de ce type-là, évidemment et on voit bien l'effet saisonnier. Après, L'objectif, c'est en vraiment général, d'éliminer, oui, c'est ça. L'objectif, c'est oui. vraiment aussi d'éliminer les heures supplémentaires ou complémentaires. Comme vous parlez des campings, par exemple, s'il y a un agent, bah, il a un peu moins d'activité sur le reste de l'année et que pendant le camping, bah, il va en avoir beaucoup plus, ouais, ce serait peut-être intéressant de prévoir une annualisation pour pas lui avoir à lui payer des heures supplémentaires quand il vient en Mmh. camping. Et c'est pareil pour les accueils collectifs de mineurs, en été, ou pendant les vacances scolaires, quoi. Ouais, ouais. Bah, pour le coup, le CDG peut vous accompagner dans l'annualisation du temps de travail. C'est Oui. vrai que c'est des calculs. Alors là, c'est vrai qu'on est allé assez vite, hein, vous reprendrez le replay pour, les exemples de calcul et cetera. Donc On c'est fait enverra de pour toute ça. façon le support, oui, oui, oui. Voilà, en plus le support sera envoyé, donc vous pourrez regarder à tête reposée, parce que c'est vrai que les calculs, c'est pas forcément facile à suivre si ça va vite. Et surtout, on peut aussi faire, c'est une
une phase explicative aussi aux agents, parce que souvent ces modalités-là, elles sont parfois demandées par les agents, mais aussi demandées en fait par la collectivité qui veut coller au plus près des niveaux de sollicitation des usagers. Et là, il faut quand même des phases peut-être d'explication ou visio. C'est ça? On peut C'est ça, aussi faire oui. ça pour C'est ouais. ce qu'on propose aussi, oui, effectivement, parce que bon, bah, voilà, il y a certains agents qui ont l'impression d'être lésés avec l'annualisation, Ouais. alors qu'au final, bon, bah, voilà, ça repose sur un calcul et puis de la réglementation. Donc nous, quand on propose, de vous accompagner pour le calcul ou la vérification des cycles de travail dans votre collectivité, on peut vous Mmh. proposer aussi une phase de présentation aux agents pour leur expliquer que, bah, voilà, l'annualisation, c'est, bah, dans leur intérêt parce qu'en fait, le but de l'annualisation, c'est d'avoir un planning annuel. Il est prévisionnel, mais annuel, c'est-à-dire que vous savez Mmh. tous les jours de l'année où vous serez pour combien de temps. Donc ça permet quand même une flexibilité dans la vie privée, dans le sens où, bah, c'est plus facile de prendre des rendez-vous, notamment. Mais c'est aussi bon pour votre employeur qui répond aux nécessités de service, de cette manière-là, quoi. Voilà. Ouais. OK, alors je pense qu'au niveau des questions, ah si, alors: «Bonjour, mes agents annualisés ont un portefeuille d'heures supplémentaires. Cela est-il obligatoire? Pouvons-nous le supprimer?» Alors c'est peut-être une question, assez large. C'est, au C'est niveau assez de large. Alors ça dépend de ce qu'on Alexandrine. appelle le portefeuille d'heures sup. Ouais. C'est-à-dire que j'imagine qu'ils font des heures supplémentaires en plus de leurs 1 607 heures. Parce que quand vous êtes annualisé, en fait, les heures supplémentaires, ce sont celles que vous ferez au-delà des 1 607 heures et vous le constatez à la fin du cycle. C'est-à-dire que du 1er janvier au 31/12, s'il y a une semaine où il fait 2 heures en plus que ce qui était prévu à son planning, vous pouvez tout à fait les faire récupérer, dans le reste de l'année. Ce ne sera pas des heures supplémentaires si, vous n'arrivez pas à 1 609 heures pour le coup dans mon exemple, en fin d'année. Mais si Mmh. tel est le cas et si vous avez ces 2 heures supplémentaires, elles sont reportables quasiment indéfiniment, dans le texte, il y a pas de limite. Vous pouvez pas en faire plus de Mmh. 25 par mois, ça c'est réglementaire oui, mais en tout cas, quand vous les payez pas et que c'est sujet à de la récup, bah, vous pouvez les reporter quasiment indéfiniment. Il y a même quelques collectivités qui s'en servent pour faire partir leurs agents, quelques semaines ou plus, à la retraite. Ils gardent leur portefeuille d'heures sup, jusqu'à la fin de leur Mmh. carrière. Mais voilà, c'est pas obligatoire puisque vous pouvez décider de les payer par délibération ou de les faire récupérer, dès que vous en avez la possibilité, Mais voilà, il y a rien Mmh. d'obligatoire et puis, vous pouvez tout à fait le supprimer, si vous en avez, la Mmh. volonté, quoi. On pourrait même les stocker sur un compte épargne-temps, mais là, c'était une autre séquence, enfin, je sais plus si on l'a déjà faite, la Ouais, séquence, compte épargne-temps, je crois que si, hein, il me semble en que oui, l'année visio. dernière, oui, oui, Ouais. oui. Mmh. OK, alors, moi, ce que je vous propose, c'est de passer, juste quelques informations que je vous donne un peu en vrac. Donc on a, l'Open 88 classique pour ceux qui participent habituellement, ce sera bien le mercredi 10 juillet. Les invitations vont partir, cette semaine, jeudi. Donc, inscrivez-vous vite parce que je crois qu'on a de plus en plus de sollicitations. Donc là aussi, sur la forme de forum, dans le parc thermal de Contrexéville, en marge du tournoi de tennis, Grand Est Open 88. Donc ça, c'est le mercredi 10 juillet. On a, alors c'est plutôt une petite nouveauté, on a le salon Handy Vosges sur le handicap. C'est un salon complètement virtuel. Donc vous pouvez rester, dans votre collectivité pour, soit y participer, soit, pour un peu regarder virtuellement en fait et vous balader dans les allées virtuelles de ce salon sur le handicap, sur, l'insertion des personnes, en situation de handicap. Donc là aussi, on a une petite information qui est déjà partie. On essaiera de vous relancer un petit peu pour, pourquoi pas juste tester le côté, virtuel d'un salon. Ça vous prend le temps que vous voulez puisque vous pouvez vous déconnecter à tout moment et c'est fait en partenariat. Nous, on le fait en partenariat avec Cap Emploi Vosges, Cap Emploi 88 et toute une série de partenaires du handicap, certainement le FIPHFP. Donc ça sera le 14 juin si je ne dis pas de bêtises. Donc ça peut être une petite innovation, ça peut être sympa d'y jeter un œil ou en tout cas d'y rentrer rapidement, et de vous balader et peut-être de rencontrer aussi des gens qui pourraient, faire partie de vos effectifs. Autre information, au niveau de l'assurance statutaire, je ne sais pas si les collègues veulent intervenir, mais je pense pas, mais l'assurance statutaire, on est en cours de renouvellement de notre contrat groupe, donc on aura les résultats et on vous les présentera à partir de la fin du mois de juin.
Donc là aussi, on en reparlera à l'Open 88 bien sûr, mais il y aura des réunions d'information qui vont être programmées à partir de la fin juin et puis bien sûr juillet, août, septembre, octobre jusqu'au 1er janvier. Donc là, c'est voilà, vous allez avoir tout ça avec les équipes de Daniel Sylvestre, donc avec Sophie Gélas, Hélène Thomas et puis Amandine Perrotet, donc ces prochaines semaines. Une petite info sur la fermeture ce jeudi et vendredi du CDG 88, puisqu'on est en formation globale de tous les agents. Donc, il y aura un standard téléphonique et un accueil physique au CDG, mais vous aurez certainement pas ou peu vos interlocuteurs habituels. Donc, on aura une petite latence sur cette fin de semaine. Les agents, bien sûr, sont bien sensibilisés au fait que il faudra recontacter ou vous recontacter dès lundi prochain. Donc, il y aura une fermeture jeudi, vendredi. Et moi, je voulais vous montrer faire un tout petit point. Je vais faire un petit partage d'écran. Vous allez me dire si vous voyez mon écran sur les formations. Oui, c'est bon. Voilà, c'est tout bon. Donc sur les formations, si vous voyez mon écran, en fait, juste pour vous dire qu'on a pas mal de formations en ce mois de juin, enfin le mois prochain, c'est-à-dire au mois de juin. Et je voulais vous montrer en fait comment y accéder, parce qu'on me pose souvent la question, malgré les mailings. Donc sur la page principale de CDG+, vous avez cet onglet Se former avec le CDG. Donc en cliquant dessus, vous arrivez sur une sorte de portail assez coloré sur les formations et avec de manière très très simple des petits carrés thématiques, itinéraire RH, parcours SST, direction, guide protection sociale, donc tout ce qui est assurantiel, archivage, ascension compétences. Et vous pouvez vous balader sur ces différents petits carrés et cliquer sur nos dates pour voir les prochaines dates de formation, les prochains thèmes de formation que le CDG propose. Donc, si vous voyez toujours mon écran, en juin, on a le 6 juin, les contractuels, le 10 juin, la boîte à outils pour les secrétaires de mairie. Ça, c'est aussi un format assez innovant. Je vous invite à vraiment vous y inscrire parce que c'est assez original et vraiment boîte à outils, donc avec beaucoup de modules différents. Et puis, vous avez le temps de travail dans la FPT. Si cette séquence de Venezio vous a plu, eh ben, vous pouvez faire un approfondissement concret. Bah, c'est toi, Venezio, en plus, qui fait la formation, peut-être. Moi, je fais juste en dessous sur l'annualisation des Ah oui, cycles de travail. l'annualisation. Le temps de travail, c'est Émilie Carme qui Émilie, ouais. l'anime. Voilà. Vous avez en santé sécurité, donc là aussi, on essaie toujours de créer un partenariat avec le SNFPT pour faire ces formations-là, dans des formations ACP, des sensibilisations aux risques sociaux, psychosociaux, des thèmes un peu plus précis sur la sensibilisation à l'amiante, le rôle des élus et les encadrants SST. Donc tout ça sur le site internet. Donc vous pouvez aussi, en cliquant dessus, il y a c'est des accordéons. Donc vous avez l'ensemble des informations, les tarifs, les dates, la localisation. Donc a priori c'est le secteur Épinal, mais en fonction de la localisation des stagiaires et des demandeurs, on peut tout à fait se déplacer. Et vous avez un descriptif, une fiche descriptive Calliope, puisqu'on est obligé de respecter ces normes-là, pour vous donner toutes les informations dans les fiches descriptives de chacun des modules. Vous pouvez aussi vous y inscrire avec des formulaires classiques, donc assez directement. Donc vous avez vraiment une facilité puis une rapidité d'inscription. Et donc pensez, on va vous remettre ça assez souvent sous les yeux, pensez à aller faire un petit tour donc dans cet encart et ce petit bouton se former avec le CDG qui est disponible juste en dessous des grandes actualités. Donc voilà, je crois que j'en ai fini. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Non. Vous avez les liens dans le chat. Merci les collègues de la com. Donc on se retrouvera peut-être sur le salon Andy Vosges le 14 juin et en tout cas peut-être certainement en présentiel donc le 10 juillet à Contrexéville. Les prochaines dates de visio vous seront communiquées assez rapidement. Je crois qu'il y en a en juin également. Donc on va se revoir et de toute façon, essayer de passer une tête aussi et de passer au parc thermal le 10 juillet prochain. Voilà, bah, merci beaucoup pour votre attention. On a un tout petit peu dépassé l'heure, mais pas trop. Vous étiez encore quasiment une centaine.
Donc, grand merci pour votre participation. On a des réponses aussi et des informations à faire passer sur les cotisations, etc. J'ai vu les échanges. Et puis, bien sûr, vous connaissez les coordonnées de tous nos agents dans l'annuaire du CDG. Donc, s'il y a qui que ce soit recontacté, normalement, ça devrait l'être. Pas jeudi et vendredi, parce qu'on sera fermé, mais en tout cas, dès lundi prochain, si bien sûr, vous avez une question sur la fin de semaine. Merci beaucoup à tous et bonne fin d'après-midi.